Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. À Kigali, le soft power marocain creuse son sillon. La Confédération africaine de football a remis hier le prix de l'excellence à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un hommage doublé d'une récompense des réalisations exceptionnelles accomplies au cours de 2022 à la faveur d'une approche royale pertinente. Avec nous ce soir, Amine Laridi, expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Climat des affaires, la dynamique d'amélioration et de la stimulation des investissements au Maroc est enclenchée. Le gouvernement déroule lors d'un colloque sa nouvelle feuille de route à l'horizon 2026. Sa base, 3 piliers en droite ligne avec les orientations royales. Nous ferons le point dans un instant. Nous vous présenterons en avant-première des vestiges judéo-marocains, des trésors bien conservés, témoins d'une histoire peu connue révélée au grand jour, des fresques, des écritures sacrées ou encore des pièces de monnaie à découvrir en fin de journal. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu ordonner l'ouverture des mosquées édifiées ou ayant fait l'objet de travaux de reconstruction ou de restauration par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Un communiqué du ministère souligne que ces mosquées au nombre de 35 se répartissent comme suit: 10 nouvelles, 17 reconstruites et 8 mosquées restaurées. La capacité d'accueil de l'ensemble de ces mosquées s'élève à 21 470 fidèles pour un coût global de 240 millions de dirhams. À présent, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba suite au naufrage du ferry Esther Miracle au large de la capitale Libreville. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi adresse ses plus sincères condoléances et prie le président Ali Bongo Ondimba d'être l'interprète des sentiments de sa profonde compassion auprès des familles endeuillées et de l'ensemble du peuple gabonais. Le prix de l'excellence de la Confédération africaine de football pour l'année 2022 attribué à Sa Majesté le roi Mohamed VI, un hommage doublé d'une récompense des réalisations exceptionnelles accomplies au cours de 2022, une confirmation du génie marocain, une reconnaissance de l'approche pertinente du souverain pour la promotion du sport. Retour sur les temps forts d'une cérémonie haute en couleurs avec Amine Nouri, Abdelila El-Chab et Boubkar Ben Ghbret. Le prix de l'excellence de la Confédération africaine de football pour l'année 2022, attribué à Sa Majesté le roi Mohamed VI, constitue une reconnaissance de l'approche pertinente du souverain pour la promotion du sport en général et du football en particulier. Une reconnaissance des efforts entrepris par le royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi, notamment en matière d'infrastructures et d'équipements de base. Le prix de l'excellence de la CAF a ainsi été remis par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, au ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Cheikh Ibn Moussa. صاحب الجلالة الله ينصرو هو أكد بأن هذه الجائزة Sa Majesté le roi a tenu à souligner que ce prix d'excellence est une consécration pour tout le continent africain et une consécration pour toute la jeunesse du continent. Ce sacre est aussi une reconnaissance des efforts entrepris par le souverain pour le développement du football, notamment en matière d'infrastructures, d'équipements de base, de renforcement des capacités de formation et de promotion de la bonne gouvernance dans le domaine du sport. ايضا الحكامه ديال هذا القطاع. Lors de la cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a donné lecture à un message royal, message dans lequel le souverain annonce la candidature du Royaume du Maroc pour l'organisation du Mondial 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Sans précédent dans l'histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. Elle sera aussi une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d'autre et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens, a écrit le souverain dans son message.
L'attribution du prix de l'excellence 2022 de la CAF à Sa Majesté le Roi constitue une reconnaissance des responsables africains et de la jeunesse du continent aux efforts exceptionnels entrepris par Sa Majesté le Roi en faveur du football africain. Depuis son accession au trône, le souverain a placé la jeunesse au cœur de tout processus de développement. It's a great honor for us. Le prix reçu par Sa Majesté le Roi est également une reconnaissance pour de nombreux chefs d'État et de gouvernement qui œuvrent ensemble pour le développement du football dans le continent africain. Au nom des 54 pays d'Afrique, j'exprime ma gratitude à Sa Majesté le Roi pour son rôle dans le développement du football au Maroc, qui a contribué fortement au rayonnement de cette discipline sportive au-delà du royaume. La candidature conjointe du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030 annoncée mardi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un très bon message positif. Les propos sont du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Cette décision constitue un très bon message positif qui améliore les conditions pour que nous puissions aller de l'avant avec cette candidature, a souligné M. Sánchez lors d'une conférence de presse conjointe à Lanzarote aux îles Canaries avec le Premier ministre portugais Antonio Costa à l'issue de la réunion mixte bilatérale. Nous devons nous réjouir de cette décision car elle met cette candidature en meilleure position pour remporter cette course, affirme encore le chef de l'exécutif espagnol, et d'assurer que cette candidature renforce également les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre trois pays qui partagent de nombreux intérêts. Et nous en parlons avec Amine Laridi, expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Monsieur Laridi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Un plaisir, toujours. Un prix d'excellence de la CAF attribué à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est une belle consécration de l'approche du souverain pour la promotion des sports au Maroc et dans le continent aussi. Le Maroc porte haut la bannière de l'Afrique. Une nouvelle dynamique. Quelle est la portée de cette distinction ? Écoutez, c'est plus que beau, c'est plus que de la beauté, c'est de la nitessence. C'est un mot français que j'aime beaucoup parce qu'il signifie à la fois clarté, mais également rayonnement, mais aussi émotion. Et l'émotion aujourd'hui qu'on ressent tous en tant que Marocains, c'est celle de la joie. C'est celle aussi de la fierté d'appartenir à ce beau pays dont le roi vient de recevoir, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la plus haute distinction justement de la CAF. Nous sommes tous fiers, nous sommes très heureux aussi en fait de cette distinction. C'est aussi un moment de clarté. Nous avons tous vu 54 hauts représentants de pays souverains de notre continent africain qui étaient debout et qui ont applaudi pendant longtemps notre souverain. Se tenir debout, c'est une marque de respect. Le faire pendant longtemps, c'est une marque d'union aussi envers le rôle clé que joue le Royaume du Maroc grâce au leadership royal, aujourd'hui dans le sport, mais également dans d'autres domaines, la paix, la sécurité, le développement, la prospérité. Donc il y a une union et il y a aussi un rayonnement en fait du Royaume du Maroc. Il y a aussi une mobilisation de toutes les forces actives de notre pays. Il y a un deuxième point aussi auquel je réfléchissais en voyant aussi le reportage. C'est une définition qu'avait établie Hobbes, le grand penseur politicien anglais au XVIIe siècle, et qui disait justement que le roi et le peuple sont unis en matière de souveraineté. Ils sont unis aussi en matière de défense des intérêts du pays, en termes de construction du pays. L'autre pays aujourd'hui, le Royaume du Maroc, est un modèle par rapport à cette union sur ces trois points-là. Mais je peux ici aussi rajouter que nous avons rajouté à ce triptyque deux autres éléments pour former un quintet, à savoir le bonheur et à savoir la fierté. Nous sommes fiers d'être Marocains. Et nous sommes heureux d'être Marocains. Toutes catégories confondues, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, nous sommes fiers en fait de cela. Et cette distinction, cette haute distinction, ce prix d'excellence décerné à notre souverain est une reconnaissance de tout le continent africain pour le rôle que joue Sa Majesté le Roi Mohammed VI et derrière lui tout le peuple marocain pour l'Afrique mais aussi dans le monde. Et ces dernières années, le Maroc déploie en force sa diplomatie sportive en tant qu'outil de soft power. Comment est-ce que ce soft power fait-il pour porter la voix du Maroc et celle aussi de tout un continent ? Alors, diplomatie et sportive, c'est deux vecteurs qui se joignent en fait ensemble. Il y a le vecteur du sport et son revenir et en respectant l'expertise de tout un chacun. Je vais juste citer 3 années et 3 dates clés. Celle de 2009, lancement de l'académie. D'accord, l'académie
académie qui porte le nom de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui est destinée justement à la formation aussi bien des cadres que des joueurs, qui a déjà porté ses fruits en fait sur le terrain. On l'a vu lors du dernier mondial. Et un petit voyage rapide dans le temps, parce que avec en fait la construction des stades, des infrastructures aussi bien sportives que conjointes, qui sont destinées justement à la promotion sportive et aujourd'hui servent aussi bien le développement de notre jeunesse que par rapport aussi à l'accueil d'équipes africaines et qui ne manquent pas de remerciements par rapport au Royaume du Maroc à ce sujet. Je voyage rapidement jusqu'à une date qui me tient très à cœur, c'est le 2 janvier 2020 à Laayoune, la plus grande ville de notre Sahara marocain, finale de la Coupe d'Afrique en matière de futsal. D'accord. Avant cette date, je pense que 70% des Marocains ne suivaient pas le futsal. Ils pouvaient y jouer, d'accord, mais ne suivaient pas. Mais tout d'un coup, le futsal était devenu en fait un sport populaire, un nouveau créneau sportif, un nouveau créneau footballistique, et qui se déroulait en plus de cela dans nos provinces du Sud qui sont si chères en fait à notre cœur. Et j'avais le plaisir et l'honneur d'être présent à la finale, d'accord, et d'assister à la victoire du Maroc, si ma mémoire est bonne, contre ou avec l'équipe égyptienne 3-1. Petit voyage juste rapide après ça en 2022, d'accord, avant la Coupe du Monde, il y avait aussi la Coupe d'Afrique femmes. D'accord. Et j'avais le plaisir d'assister en qualité de témoin, simple citoyen, à la quart, demi et finale. D'accord. Et j'ai vu, comme nous avons tous suivi, des records battus en matière de nombre de participants. On a vu un public tel qu'on en rêvait. Hein. On a vu moitié, sinon plus, c'était des femmes. D'accord. C'est du jamais vu ces 20 ou 30 dernières années dans nos stades. D'accord. On a vu des gens qui venaient en famille, on a vu des jeunes qui venaient pour fêter, mais on a vu aussi une organisation qui était impeccable avec 0 incident en matière de sécurité. On ne peut que saluer toutes les personnes qui ont travaillé sur cela. Du monde du sport, mais aussi du monde de l'organisation et de la sécurité, ainsi de suite. Il y a aussi en fait juste après ce sacre international, inutile d'y revenir, qui nous fait toujours fierté et qui a mis les projecteurs encore une fois positivement sur le Royaume du Maroc, celui de l'arrivée en finale de nos Lions de l'Atlas et bien d'autres choses. Je me rappelle aussi en 2020, je pense la fin de 2020, un ami qui est très cher et qui est ministre de sport d'un pays africain anglophone, parce qu'on est ouvert à toute l'Afrique, d'accord, lusophone, hispanique, anglophone, arabophone, etc. et qui parlait à la radio en des termes mais d'une éloquence incroyable en remerciant le roi du Maroc et le peuple marocain pour l'accueil et pour ce qu'ils font pour le développement du sport. Donc c'est très bien mérité, c'est pour le vecteur en fait sportif, il parle de soi. Maintenant, le vecteur diplomatique, 3 grandes étapes, d'accord. Je pense Sa Majesté a parlé à l'Afrique d'abord. Sa Majesté a également parlé à l'Europe, puis Sa Majesté a parlé à l'Afrique et à l'Europe, et si je puisse utiliser l'expression latine, il est passé du urbi à l'orbi. Et si Laredi, on peut dire qu'une dynamique est ainsi déclenchée, comment faut-il capitaliser sur ces acquis maintenant que le Maroc confirme sa position comme un trait de lien entre l'Europe et l'Afrique? C'est la meilleure expression. Nous sommes un trait d'union, mais nous sommes plus que cela. Nous sommes un hub au sens positif du terme. En anglais, le mot hub n'est pas juste le centre d'un rayon, le centre d'un cercle, il est également le symbole d'un foyer. C'est-à-dire nous alimentons aussi positivement, nous créons de la valeur. Et je disais justement quand on a parlé urbi et orbi, c'est-à-dire au monde et à la cité, les mêmes éléments de langage universel que vous trouvez en fait dans le discours en fait royal, vous le trouvez aussi en 2019 quand Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a reçu sa sainteté le pape, d'accord, dans une cérémonie qui s'est déroulée à Hassan avec toute la symbolique du lieu et du timing. On parle toujours de ce royaume en fait symbole d'union dans la culture, de tolérance, symbole aussi de trait d'union civilisationnelle, d'accord, entre l'Est et l'Ouest, entre le Sud et le Nord. Nous connaissons notre continent africain, nous valorisons sa multiplicité, mais nous connaissons aussi le Nord, d'accord, et nous le valorisons et nous jouons ce rôle justement que vous disiez de trait d'union. Sa Majesté a parlé à l'Afrique, l'expression elle est devenue légendaire, pour ne pas dire uniquement célèbre. 2014, Abidjan, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Aujourd'hui, c'est pas uniquement l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique, c'est l'Afrique qui valorise ses champions africains, c'est l'Afrique qui valorise le Maroc et qui demande au Maroc de jouer justement et de continuer à jouer ce rôle, d'accord, de pionnier positif. Nous sommes un pays en fait qui enlève le poison, un anti-poison par rapport au colonialisme, parce que nous valorisons l'Afrique, mais nous tendons aussi la main parce que nous comprenons aussi nos amis du Nord et nous voulons en fait créer un pont civilisationnel, un pont culturel, mais également un pont de prospérité pour tous. Et je reprends en fait ces éléments qui sont venus dans la déclaration mutuelle officielle quand Sa Majesté avait reçu son Excellence Pedro Sanchez une année, pratiquement jour pour jour, parce que c'était mars de l'année dernière. Il y a eu ces 2 mots, la transparence
et le respect. Et je pense que c'est les mots aujourd'hui qu'on retrouve à travers justement cette déclaration royale de l'organisation, ou du moins en fait, j'espère, de ce bid mutuel pour la prochaine en fait, pour les prochaines World Cup en 2030, qui je le rappelle recevront plus d'une 40aine de personnes, alors que la dernière coupe pour Qatar c'était uniquement 32 personnes. Donc le défi est de taille. Je vous remercie pour cet éclairage. Un plaisir, je rappelle madame. que vous êtes expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Également à la une de l'actualité, ce mercredi, 3 extrémistes affiliés à l'organisation terroriste Daesh ont été interpellés ce matin pour leur implication présumée dans un homicide volontaire dans le cadre d'un projet terroriste dont a été victime un policier lors de l'exercice de ses fonctions. Un communiqué de la DGSN précise que ces extrémistes ont été interpellés par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca en étroite coordination avec la brigade nationale de la police judiciaire et la direction générale de la surveillance du territoire national, Iman Ablou. Les 2 principaux suspects ont été interpellés lors d'opérations sécuritaires menées simultanément à Casablanca et dans la région de Sidi Harazm, tandis que le 3e prévenu a été appréhendé ultérieurement lors d'une autre opération à Casablanca. Selon les premiers éléments de l'enquête, les mis en cause ont récemment prêté allégeance à l'émir présumé de Daesh et projeté de participer à un projet terroriste local visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Les 3 suspects avaient décidé d'exécuter physiquement un fonctionnaire de police et de s'emparer de son arme de service dans le dessein de braquer une agence bancaire après avoir déterminé le lieu et le mode d'attaque. Les recherches et les investigations ont montré que les 2 premiers suspects ont été chargés de l'exécution du policier victime de cet acte criminel et de la mutilation de son corps. Ils se sont pris à lui sur le lieu de son travail au niveau d'un rond-point alors qu'il accomplissait le service de nuit. Ils ont agressé physiquement la victime à l'aide d'une arme blanche et volé sa voiture personnelle et son arme de service avant d'incendier son corps dans une zone rurale. Les recherches ont aussi montré que les 2 suspects ont coordonné leur acte avec le 3e complice qui est imprégné de mêmes plans extrémistes dans le but d'altérer les indices du crime et d'effacer les preuves en incendiant le véhicule de la victime. Les opérations de ratissage technique et les procédures de fouille ont permis la saisie des armes blanches utilisées dans cet acte et la récupération des menottes ainsi que de l'arme de service de la victime qui a été dissimulée dans un lieu sûr à Casablanca en vue de s'en servir dans leur projet terroriste. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête confiée au Bureau central d'investigation judiciaire en vue d'élucider les éventuelles ramifications de cet acte terroriste et ses liens avec des cellules et organisations terroristes internationales et de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire. La conférence nationale sur le climat des affaires s'est tenue aujourd'hui à Rabat avec une nouvelle génération de réformes. La conférence a pour objectif de mobiliser les acteurs concernés autour de la nouvelle feuille de route stratégique pour l'amélioration de l'environnement des affaires à l'horizon 2026. L'occasion aussi de renforcer le dialogue public et privé et réaffirmer l'engagement de l'ensemble des acteurs à faire de l'amélioration de l'acte d'investir et d'entreprendre un levier incontournable pour la relance économique et le développement du royaume. La dynamique d'amélioration du climat des affaires au Maroc est enclenchée. Le gouvernement déroule sa nouvelle feuille de route stratégique dans ce domaine à l'horizon 2026, lors de cette grand-messe. Cette feuille de route s'inscrit en droite ligne des orientations royales et s'articule autour de 3 piliers. Un premier pilier qui facilite l'acte d'entreprendre et d'investir. Un deuxième pilier qui va améliorer la compétitivité de l'entreprise marocaine. Et enfin, un 3e pilier qui va pousser à créer une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs tels que souhaités par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. La nouvelle charte d'investissement a balisé le terrain de ce chantier. Les régions ont toute leur place dans la promotion de l'investissement productif. Nous saluons avec force cette énergie qu'apporte la nouvelle charte d'investissement aux régions. Pour la première fois, nous avons une charte qui prend en considération le volume des investissements, mais aussi la localisation des projets.
Cela va aider à sortir un peu de l'axe Casablanca, Rabat et Tanger et inciter les investisseurs à s'ouvrir à d'autres régions. Pour certains acteurs concernés, l'amélioration de l'environnement des affaires doit être accompagnée de mesures précises. À savoir des leviers comme le foncier, la disponibilité du foncier, l'intégration de l'informel, la préférence nationale et bien sûr la refonte du Code du travail, maintenir les chantiers importants sur la fiscalité. L'heure est à présent au renforcement du dialogue public-privé et à l'engagement de l'ensemble des acteurs pour faire de l'acte d'investir un levier pour la relance économique du royaume. Le président des îles Canaries, Ángel Víctor Torres, est en visite au Maroc pour une visite de 2 jours. C'est sa première visite officielle dans le royaume. À son agenda ce mercredi, des entretiens avec le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, avec le président de la Chambre des représentants, le président des îles Canaries conduit une délégation canarienne composée notamment de représentants de la Confédération canarienne des entrepreneuriats de Las Palmas, de la Confédération des hommes d'affaires de Tenerife et des chambres de commerce des Canaries. Lors de ces entretiens, les 2 responsables ont passé en revue les secteurs de coopération et les perspectives de leur développement dans des domaines comme la transition écologique, la lutte contre le changement climatique ou encore l'aménagement du territoire et les transports. Le groupe Hutchison, spécialisé dans la fabrication de pièces aéronautiques et en composite et de solutions d'isolation de cabines, renforce sa présence dans le royaume avec l'inauguration de l'extension de son site de production à Bouskoura, un investissement de plus de 167 millions de dirhams avec la promesse de créer plus de 400 emplois. Zakaria Moukinbillah. Voici le nouveau visage du site de production du groupe Hutchison à Casablanca. D'une superficie de plus de 18 000 m², cette extension s'ajoutera à l'unité initiale et permettra de renforcer les capacités de production du groupe sur 2 activités. La fabrication de pièces aéronautiques en composite et les solutions d'isolation thermique et acoustique de cabines. Un agrandissement, pas un commencement. On est au Maroc depuis 2007 et donc là on inaugure 20 000 m² supplémentaires qui vont nous permettre d'augmenter nos capacités de production et servir au mieux nos clients, grands donneurs d'ordre aéronautique. Donc c'est une volonté du groupe Hutchison de se développer au Maroc. Pour les spécialistes, la qualité du capital humain est sans conteste l'un des facteurs clés du succès de l'industrie aéronautique au niveau national. Les industries marocaines continueront ainsi à soutenir le renforcement des acquis et la croissance du secteur. C'est la 4e unité industrielle de ce groupe, preuve de la confiance des investisseurs étrangers au Maroc et de la compétitivité de l'industrie aéronautique. L'unité fabriquera des produits d'isolation thermique pour avions et emploiera 400 compétences marocaines. Depuis l'implantation de la première usine en 2007, le groupe Hutchison a continué à accroître ses activités dans le royaume pour totaliser 4 unités industrielles, dont une usine spécialisée dans la réalisation de produits aéronautiques à Casablanca et 2 usines spécialisées dans les produits automobiles implantées à Tanger. Avant de nous quitter, immersion au cœur de trésors bien conservés à l'Institut national des sciences, de l'archéologie et du patrimoine. Notre équipe s'est offert une fascinante visite au cœur des vestiges judéo-marocains, des fragments, des documents sacrés et autres joyaux célébrant une mémoire commune. Adna El-Harras et Maria Oued. Ils sont les témoins silencieux de la mémoire judéo-marocaine, enluminures, fresques, écritures sacrées, amulettes et pièces de monnaie. Ces artefacts, vieux de plusieurs siècles, sont conservés précieusement à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et apparaissent ainsi comme un témoignage de l'enracinement de la communauté juive au Maroc.
Nous faisons partie d'un vaste programme national et international de recherche et de découvertes scientifiques et archéologiques pour la sauvegarde du patrimoine. Nous avons beaucoup d'interactions avec les instituts étrangers avec lesquels nous collaborons régulièrement. Riche de ses vestiges matériels et immatériels, le royaume et ses chercheurs ont tous à cœur de préserver et de reconstituer la mémoire commune. Nos recherches archéologiques concernent surtout le patrimoine judéo-marocain. On trouve beaucoup de vestiges au sud du Maroc, là où les communautés juives vivaient. On trouve souvent des ruines, des mellas, des synagogues et des cimetières. Art du vestige contre l'oubli, l'archéologie nous offre une fascinante plongée au cœur du passé millénaire des Juifs du Maroc, comme un ancrage pluriel. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent, c'est des programmes sur Oula.